50 ans de prison et il sera fixé sur son sort le 16 juin. Alors retour tout de suite sur cette affaire. Madoff, rappel des faits, Marie Duquesne. Des bureaux luxueux en plein cœur de Manhattan, une réputation à faire pâlir les meilleurs traders. Ancien maître nageur, Bernard Madoff s'était fait un nom à Wall Street jusqu'à prendre la tête du conseil d'administration du Nasdaq. Avec son fonds d'investissement, il assurait à ses clients des rendements de 6 à 10%. Les plus grands noms de la finance lui font confiance. Les millions affluent. Avec l'argent des nouveaux arrivants, Bernard Madoff rémunère les plus anciens et surtout détourne d'importantes sommes. Pendant des dizaines d'années, il berne le monde des marchés. Arrive la crise, les banques ont besoin de liquidités, les investisseurs demandent à récupérer leur mise. Tout le système s'effondre. Madoff fait banqueroute et est alors arrêté. Ses victimes, elles, ont tout perdu. Nous avons travaillé dur pour faire des économies. Aujourd'hui, tout s'est volatilisé. S'il y a encore des comptes à l'étranger, n'importe quel type de compte, cela permettrait aux gens de retrouver une partie de leur vie d'avant. Je pense que cela aiderait beaucoup. Un système sans faille, pas si sûr. Certains avaient des doutes face à ce financier arrogant. Dès 1992, plusieurs enquêtes sont menées sur ce courtier. L'autorité américaine de régulation des marchés est avertie, mais rien n'aboutit. Je leur ai transmis sur un plateau la plus grosse fraude pyramidale de l'histoire. Mais ils n'ont pas jugé bon de traiter le dossier correctement parce qu'ils étaient occupés à d'autres choses plus importantes. Alors, si une fraude de 50 milliards de dollars ne fait pas partie de leurs priorités, il faudrait me dire ce qui en fait partie. Au total, en plus de 20 ans, 177 milliards de dollars auraient transité via le fonds de Bernard Madoff. Voilà, tout ça c'est de l'histoire maintenant puisqu'on va parler de la journée de Bernard Madoff avec Thierry Arnaud en duplex de New York. Thierry Arnaud, vous avez suivi bien sûr toute cette journée en détail, journée choc, journée spectacle aussi avec énormément de couverture médias aux États-Unis. Comment s'est passée la journée de Bernard Madoff ? C'est vrai que la scène était tout à fait incroyable ici, Thomas, quand Bernard Madoff est arrivé ce matin très tôt. Il était 7h19 précise, le visage impassible, aussi peu d'expression que possible. On avait l'impression que Bernard Madoff cherchait à faire profil bas autant que faire se peut lorsqu'on est attendu par littéralement plus d'une centaine de caméras et suivi par plusieurs hélicoptères tout au long du chemin. Alors, quand l'audience a démarré, on a vu un Bernard Madoff toujours aussi profil bas, la mine sombre, la voix parfois presque inaudible, et il a commencé à lire une déclaration d'un total de 3 pages, et c'était quand même très étonnant, parce que c'était la première fois que l'on entendait parler publiquement de cette affaire. 3 ou 4 choses très importantes à retenir dans ce qu'il dit. D'abord, la contrition, il se dit profondément désolé et honteux de ce qu'il a fait. Deuxièmement, c'est un aveu. Il met tout sur la table, il dit c'est vrai, j'ai commis tous ces crimes, je suis coupable de ces 11 chefs d'inculpation qu'on me reproche, j'ai menti à tout le monde, à ma famille, à mes proches, à mes collaborateurs, à tous mes clients, je n'ai jamais investi tout cet argent qu'ils m'ont confié. Et puis, il insiste sur un point très important, il dit j'ai agi seul, pourquoi dit-il ça ? Eh bien parce qu'il essaie clairement de préserver tous les autres, notamment sa famille proche et son épouse Ruth. Et puis voilà, il termine avec beaucoup de lucidité en disant qu'il avait pleine conscience tout au long de cette escroquerie de ce qu'il était en train de faire, et il savait que le jour qu'il était en train de vivre à ce moment-là, c'est-à-dire comparaître devant un tribunal avant d'être conduit en prison, il savait que ce jour-là était inévitable, qu'il arriverait tôt ou tard. Thierry, dans quelques secondes, on va voir avec vous les réactions des victimes à New York, puisqu'on parle de cette plaidoirie en quelque sorte de Bernard Madoff aujourd'hui. Un mot pour essayer de comprendre sa stratégie à Bernard Madoff quand il dit j'ai agi seul, je suis le seul responsable de tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça c'est une véritable stratégie, ou est-ce qu'au contraire c'est un homme qui est sincère aujourd'hui, qui n'en peut plus de mentir? Écoutez, sincère, je doute un petit peu de sa sincérité. Il n'y aura pas de procès, c'est ce qui va se passer. Le problème, c'est que finalement, c'est un problème. Le FBI enquête, mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas véritablement comment est-ce que toute cette chaîne d'escroquerie, de fraude a été mise en œuvre. Alors évidemment, il n'y aura pas de procès puisqu'il a reconnu sa culpabilité, que la justice américaine est une justice très efficace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît sa culpabilité, on passe pas devant un grand jury, donc il n'y a pas de procès, il y a juste une audience pour prononcer la peine. Donc ça dure très très rapidement. Un procès aurait permis, peut-être, évidemment, d'en savoir beaucoup plus. Mais il faut savoir qu'un procès aux États-Unis de cette ampleur, ça dure des mois et des mois. Donc, il est possible qu'on ne sache jamais totalement dans quelles conditions Madoff a agi.
les complicités qu'il avait. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les victimes? Ça change rien pour les victimes en termes de responsabilité de Madoff. De toute façon, on est au pénal là. Donc pour ce qui est de récupérer ces fonds, ça ne change rien. On saura cet été s'il reste un actif Madoff ou s'il y a essentiellement un passif. Bon, on peut penser qu'il restera pas grand-chose. Là, on est dans la culpabilité de Madoff au pénal, c'est-à-dire pour la fraude qu'il a commise. Donc un procès. Je pense que les victimes auraient été évidemment intéressées de suivre un petit peu ce procès, d'en savoir plus, parce qu'on aurait évidemment essayé de décrypter un petit peu tout ce qui s'était passé. Là, on va passer très très vite à la peine, qui sera extrêmement lourde. Et est-ce qu'on saura un jour vraiment le mécanisme de fraude qu'il a mis en œuvre, comment il l'a fait, avec qui, depuis combien de temps, où, avec quelle structure, j'en doute un petit peu. On peut même se poser la question de savoir si tout le monde a intérêt, effectivement, à ce qu'un tel procès ait lieu. Que les choses soient bien claires. 150 ans, c'est ce qu'il risque. Il devrait donc terminer ses jours en prison. Bernard Madoff a 70 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chance, une possibilité qu'il puisse sortir avant ces 10, 20, 30, 50, 100 ou 150 ans? Vu l'ampleur de la fraude, vu la peine qu'il encourt et vu l'attitude du procureur qui a refusé un plaidé coupable en négociant une peine inférieure à ce qui est encouru, je ne pense pas. Thierry Arnaud, il y avait beaucoup de médias autour de Bernard Madoff aujourd'hui, lors de son départ de chez lui dans l'Upper East Side à Manhattan, mais aussi à son arrivée au tribunal. Il y avait aussi beaucoup de victimes, des gens qui cherchaient à le voir. Comment ça s'est passé? Comment ont-elles réagi? Eh bien écoutez, il y avait d'un côté la satisfaction, Thomas, de voir Bernard Madoff aller en prison. Vous savez, une victime me disait tout à l'heure, le mot qui a le plus résonné pour moi, ce n'est pas le mot coupable, car celui-là était attendu, c'est le mot prison. À côté de ça, il y a deux inquiétudes chez les victimes. La première, vous venez d'en parler, c'est que le fait qu'il n'y ait pas le déroulement d'un procès ne permette pas nécessairement d'aller au fond de cette affaire et compromettre aussi dans une certaine mesure la capacité à récupérer l'argent. Pourquoi? Parce que Bernard Madoff, il a dit deux choses très importantes aujourd'hui. Il a dit, d'une part, j'ai agi seul, et il a dit, d'autre part, dans l'ensemble de mes activités, il y avait deux choses différentes et hermétiquement séparées. Il y avait d'un côté tous ces fonds que je recueillais et que j'investissais pour mes clients, ce qu'on peut appeler la gestion d'actifs, si vous voulez. Ça, c'était une véritable escroquerie, je le reconnais. Mais il dit à côté de ça, j'avais aussi une société de bourse, je faisais du trading, et cette activité-là, eh bien, elle a été menée de manière totalement honnête, transparente, régulière, aucun souci. Donc ce que dit Bernard Madoff, c'est au fond, je suis le seul responsable et cette activité n'allait pas y toucher. Tous mes proches, tous les collaborateurs de cette autre activité, la société de bourse, n'allaient pas y toucher. Or si on touche à cette activité, on récupère d'autres moyens de compenser les victimes. Alors la deuxième inquiétude des victimes, c'est celle-là naturellement. Combien vont-ils récupérer et quand? Ça va demander plusieurs années, me disait tout à l'heure un avocat qui représente plusieurs centaines de victimes, et elles ne récupéreront au mieux qu'une fraction de leurs avoirs, de leurs investissements. Vous savez, on parle d'une fraude de 50 milliards de dollars, Thomas. On a dit, les chiffres qui sont sortis en début de semaine font état de 4800 comptes ouverts chez Bernard Madoff pour un total de 65 milliards de dollars. Jusqu'à présent, les enquêteurs et ceux qui sont chargés de la liquidation de Madoff n'ont retrouvé qu'un peu moins d'1 milliard de dollars. Donc voilà, donc beaucoup d'argent qui aurait disparu. Évidemment, une question se pose. Bernard Madoff a-t-il pu faire tout ça tout seul? A-t-il été aidé? Cherche-t-il à protéger quelqu'un? C'est ce que l'on suppose après sa prestation du jour. Eh bien, écoutez ces éléments de réponse avec Benjamin Oulassen. L'histoire Madoff, c'est aussi l'histoire d'une famille, d'un clan, avec au sommet Bernard Madoff dans le rôle du patriarche. Depuis le début de l'affaire, aucun des membres de cette famille ne s'est exprimé. Leurs avocats, eux, expliquent que ni l'épouse, ni le frère, ni les enfants, ni les neveux ne savaient rien de cette escroquerie. Car tous figurent sur la liste des victimes. Des explications difficiles à croire pour ceux qui ont tout perdu. Si Madoff a agi seul et que les gens le croient aujourd'hui, alors ils se font rouler aujourd'hui par Madoff. C'était impossible pour lui d'agir seul. Ce qu'il faisait était trop important. Car pour ces victimes, des zones d'ombre persistent. Pourquoi l'épouse de Madoff a effectué coup sur coup 2 retraits de 5 et 10 millions de dollars en novembre et décembre 2008. Le second retrait, la veille de l'arrestation de son mari. Autre élément troublant, l'ensemble des biens du couple ont été mis au nom de sa femme. L'appartement de Manhattan et une propriété à Palm Beach, en Floride. Bernard Madoff aurait-il voulu ainsi protéger les siens en les informant avant que l'affaire soit rendue publique? Pour le moment,
aucun des biens saisis par la justice ne permettra de compenser une perte estimée entre 50 et 60 milliards de dollars. Bernard Madoff a seulement consenti à abandonner ses droits sur son entreprise, ses œuvres d'art et ses abonnements à divers spectacles. On a aussi beaucoup parlé ces derniers jours de la femme de Bernard Madoff. Elle a retiré beaucoup d'argent, plusieurs millions de dollars. Thierry Arnaud, sait-on exactement quel rôle elle a joué dans toute cette affaire et notamment depuis que le scandale Madoff a éclaté, c'était au début du mois de décembre? Eh bien, on ne sait pas tout, Thomas, mais ce qui est clair, c'est que le rôle de Ruth Madoff, sa fortune, ses avoirs, tout ça pose un certain nombre de questions qui intéressent en particulier les victimes du financier. Vous le disiez à l'instant, elle a retiré un peu moins de 5 millions de dollars sur les comptes en banque de la famille Madoff au cours des dernières semaines. Il y a à son nom cet appartement, ces fameux duplex de l'Upper East Side, le quartier chic du nord-est de Manhattan, dans lequel Bernard Madoff est resté confiné depuis près de 2 mois maintenant. Elle a pris un avocat séparé de celui de son mari pour défendre notamment l'idée qu'elle a un patrimoine personnel de plus de 60 millions de dollars. Alors, dans la mesure où Ruth Madoff n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours des dernières décennies susceptible de lui rapporter autant d'argent, il est clair que cet argument-là est totalement inacceptable pour les victimes et pour ceux qui les représentent. Il est clair donc que dans les semaines et les mois qui viennent, Ruth Madoff va être dans le collimateur de la justice, des enquêteurs et des avocats des victimes. Voilà donc pour ces proches de Bernard Madoff qui continuent de soulever des questions. Thierry Arnaud parlait des victimes à l'instant. Ces victimes aux États-Unis, on l'a vu, sont très remontées. Elles ont des chances de récupérer peut-être un peu d'argent. On parlait d'1 milliard de dollars retrouvés contre les 50 à 65 milliards perdus. Ce n'est pas grand-chose, mais très peu de choses, oui. Voilà, comment ça se passe pour les Européens? Quelles sont leurs chances finalement de retrouver de l'argent? Je pense quand même que aux États-Unis, il aurait peut-être été préférable de ne pas suivre la procédure, c'est-à-dire que le procureur, au lieu de dire je ne négocie pas avec vous une peine, c'est-à-dire que vous partez pour 120 ans, c'est terminé, accepte de négocier en échange de beaucoup d'informations que Madoff aurait éventuellement été obligé de lui donner, ce qui aurait peut-être permis au dossier d'avancer. Bon. Alors pour ce qui est des victimes... Alors on revient à la question du procès en fait. Oui, voilà. On a l'impression qu'on veut refermer très très vite le couvercle sur cette affaire. C'est un peu l'impression que ça peut donner. Alors sur les victimes européennes, donc on est dans un autre cas de figure, puisqu'elles sont toutes passées par des intermédiaires, elles n'ont pas placé directement chez Madoff. Donc maintenant, tout le problème, ça va être de s'adresser aux responsables juridiques du suivi de ces placements, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle les banques dépositaires. Au Luxembourg et en Irlande, et les autorités luxembourgeoises semblent actuellement avoir pris la décision de mettre en cause et en jeu la responsabilité des banques qui avaient la responsabilité de la gestion de ces instruments, de ces structures de placement. Ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, c'est que il est évident que les banques, puisque c'est une fraude, si elles sont mises en cause dans ce cadre-là, vont essayer de chercher d'autres responsables, puisqu'effectivement, elles sont elles aussi victimes d'une fraude, même si elles ont les obligations juridiques. Qui peut être considéré comme responsable de cette défaillance générale ? Peut-être la SEC américaine, c'est-à-dire finalement c'est l'État américain qui n'a pas joué son rôle de contrôle, de régulation, et qui aurait pu, s'il avait fait son travail, déterminer depuis plusieurs années qu'il y avait une fraude, et qu'il y avait une fraude massive. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que l'État américain dédommage les victimes américaines mais aussi européennes du scandale Madoff? Il y a plusieurs victimes américaines qui ont déposé plainte contre la SEC. C'est-à-dire, en fait, la SEC, c'est l'État. On peut parfaitement envisager que des victimes européennes le fassent aussi, bien entendu, aux États-Unis. Les banques françaises, notamment, qui ont investi via ces fonds, via les fonds luxembourgeois et irlandais, les deux principaux fonds qui ont amené des produits Madoff en Europe, qu'est-ce qu'elles risquent aujourd'hui concrètement et quelle est leur position vis-à-vis de vos clients? Alors, il y a des banques qui ont investi, qui ont perdu directement. Donc ça, c'est leur problème. On l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, les banques dépositaires, donc qui peuvent être considérées comme responsables, si je puis dire, de la bonne fin des fonds. Si on applique la réglementation européenne, c'est une directive qui date des années 80, pourrait être condamnée par les autorités de régulation de ces pays, l'équivalent de l'AMF luxembourgeoise, par exemple, à rembourser leurs clients qui ont eu des fonds placés chez Madoff, du capital et éventuellement des intérêts qu'elles ont investis.
Dernier mot peut-être pour Thierry Arnaud qui est en duplex avec nous de New York. Thierry, quel sentiment avez-vous, vous qui avez suivi cette affaire bien sûr sur place depuis le début? Est-ce que l'affaire Madoff, c'est aussi le reflet de la finance reine aux États-Unis, ou est-ce qu'au contraire ça n'a rien à voir, les gens font un peu la part des choses? Écoutez, non, c'est vrai que l'affaire Madoff, elle intervient dans un contexte particulier, si vous voulez. Un Ponzi scheme, un schéma pyramidal comme celui qu'a monté Bernard Madoff, ça finit toujours par exploser. Mais la raison pour laquelle le château de cartes s'est écroulé ces derniers mois, eh bien, elle est alliée à la difficulté des marchés financiers dans leur ensemble, qui a poussé beaucoup d'investisseurs qui étaient auprès de Bernard Madoff à vouloir retirer leur mise. Et c'est à ce moment-là que Bernard Madoff a été incapable à faire face à ces demandes, et bien que le schéma est apparu au grand jour. Alors, le contexte n'est pas neutre, et puis ça soulève également la question de la réglementation financière. Vous savez, Barack Obama n'a pas parlé aujourd'hui de cette affaire Madoff, il en a parlé une fois, c'était à la mi-décembre, lorsqu'il se préparait à aller à la Maison-Blanche et que l'affaire a éclaté. Et la leçon qu'il a tirée de cette affaire Madoff, c'est qu'elle démontrait, c'était une démonstration pour lui tout à fait potente, tout à fait éclatante, de la nécessité de renforcer la réglementation financière aux États-Unis. Madoff, c'est aussi quelqu'un qui a su berner les gendarmes de la bourse, les enquêteurs de la SEC, et c'est ça qui, aux yeux du nouveau président américain, n'est pas admissible dans cette affaire. Alors, réglementation financière qui doit être renforcée. Concrètement, comment on fait? Parce que renforcée, les fonds Madoff n'étaient soumis aux États-Unis à aucune réglementation et à aucune régulation. Dans cette affaire, depuis 2006, la société de Bernard Madoff n'était même plus enregistrée à la SEC, c'est-à-dire auprès des marchés financiers américains. Et donc, en 8 ans, il y a eu 3 contrôles quand même de cette société qui n'ont absolument rien donné. Donc, est-ce que c'est une défaillance du système, non-application des règles, ou est-ce que ce sont les règles qui sont mauvaises? Écoutez, c'est à la fois une fraude, ça c'est clair, et une fraude qui n'a pas été détectée par un système qui n'a pas été capable de le détecter, et par un système qui n'a pas été capable au départ de réguler, c'est-à-dire de réglementer ce type de fonds, ce qui aurait probablement permis d'éviter qu'il se développe à l'extrême comme ça s'est passé. Une affaire Madoff, ça peut arriver en Europe aussi? Écoutez, je crois que peut-être pas à l'échelle de cette affaire, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive, mais ça peut toujours arriver, ça c'est très clair. Donc on peut imaginer qu'en France, par exemple, quelqu'un s'amuse à détourner des dizaines de milliards d'euros. Oui, pas comme Madoff, parce que de toute façon, il serait soumis déjà à une autorisation préalable pour gérer ses fonds. Donc les deux situations sont différentes. Voilà, mais une fraude n'est jamais exclue, si vous voulez, mais dans un cadre qui peut être différent et pas de cette ampleur-là. Thierry Arnaud, vous êtes toujours avec nous. Comment expliquer la fascination pour cette affaire aux États-Unis? Est-ce que c'est le montant des chiffres? Est-ce que ce sont les personnalités impliquées? Son timing, on l'a évoqué bien sûr en pleine crise financière mondiale. Comment comprendre pourquoi les Américains ont tellement été fascinés par ce personnage finalement assez détestable? Ouais, c'est tout ça à la fois, Thomas. C'est vraiment le contexte dans lequel c'est intervenu, à un moment où la réputation de Wall Street dans son ensemble était en train de descendre aux enfers. Vous savez, on n'ose plus dire qu'on est banquier à Wall Street par les temps qui courent. C'est désormais devenu presque honteux. On n'ose pas dire qu'on gagne des millions de dollars parce que c'est absolument scandaleux. Celui qui incarnait le plus, au fond, à la fois cette culture du secret, de l'arrogance, du train de vie absolument considérable, du copinage, parce que finalement le paradoxe de cette affaire, c'est que finalement tout le monde ne pouvait pas investir chez Bernard Madoff. C'était en quelque sorte un privilège, il fallait être coopté. Donc c'est vrai que quelque part, eh bien, Bernard Madoff, il est devenu, peut-être avec excès, mais sans doute dans une très large mesure, avec raison aussi, il est devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas à Wall Street, de tout ce qui était au fond cette culture de l'argent à outrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce qui est en train de lui arriver provoque une véritable révolte ici aux États-Unis. Il faut savoir que lorsqu'il est entré ce matin au tribunal, Thomas, eh bien, sous la veste de son costume sombre, Bernard Madoff portait un gilet pare-balles. C'est ça aussi qui résume au fond la colère des Américains aujourd'hui. La colère des Américains qui est grande, surtout qu'on vient de l'évoquer avec Thierry Arnaud. C'était une sorte de privilège de pouvoir être l'ami de Bernard Madoff, d'investir. Refuser les clients. Alors, justement... ce qui est une tactique d'ailleurs... Est-ce qu'il y a, parmi vos clients, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que l'investisseur Madoff en Europe ou en France, c'est quelqu'un de bien particulier? Parce que tout le monde ne pouvait pas investir je crois pas. Ce sont des gros patrimoines ou des patrimoines moyens, disons.
Il n'y a pas de star de la télévision, du show business, comme c'était le cas aux États-Unis, Steven Spielberg par exemple. Écoutez, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Et puis si je les connaissais d'ailleurs, je n'en parlerais pas. Mais non, si vous voulez, c'est un profil de gens qui ont effectivement des patrimoines assez conséquents, parce que pour aller chez Madoff, même indirectement, il fallait quand même avoir de l'argent. Mais progressivement, ça atteint aussi, je dirais pas des petits porteurs, des petits investisseurs, mais les investisseurs moyens. Donc vous voyez, il y a quand même je dirais, un profil qui est assez vaste. Est-ce que vous pensez que cette affaire a été traitée différemment, justement parce que l'affaire Madoff, c'est avant tout l'affaire des super riches qui ont été escroqués? Non, ça je ne crois pas. En tout cas en Europe, pas du tout, parce que bon, c'est un scandale qui atteint quand même beaucoup de monde, à des stades très divers. Aux États-Unis, c'est vrai que ça atteint des gens très connus. Mais de toute façon, ça aurait atteint des petits porteurs. Je pense même que l'ampleur, peut-être psychologique, de cette affaire aurait été encore plus forte. Thierry Arnaud, dernière petite question, bien sûr. Après, on vous libère. Je sais qu'il fait très froid là où vous êtes, à New York en ce moment même. Est-ce qu'aux États-Unis, on a le sentiment qu'il y a un peu une justice particulière? On évoquait tout à l'heure la façon dont cette journée s'est passée, avec un Bernard Madoff qui plaide tout de suite coupable, qui va aller en prison, y passer le reste de sa vie sans procès. Est-ce qu'on a l'impression, du côté des Américains, dans la presse américaine peut-être, qu'il y a un peu deux poids, deux mesures? Oui, en tout cas, le mot du jour, au fond, pour répondre à votre question, Thomas, c'est enfin. Ce qui a beaucoup choqué ici, c'est que, étant donné l'ampleur de la fraude commise par Robert Madoff, étant donné que, dès le début, sa culpabilité ne faisait aucun doute, le fait qu'il ait pu continuer à résider dans des conditions extrêmement confortables dans son duplex de l'Upper East Side pendant pratiquement 2 mois avant d'aller en prison, ça a véritablement choqué, révolté beaucoup de monde. Donc cette expression a existé très fortement, Thomas. Elle est en partie corrigée aujourd'hui par le fait que Bernard Madoff soit enfin, pour beaucoup, derrière les barreaux. Voilà, Bernard Madoff qui restera derrière les barreaux jusqu'à sa condamnation. Ce sera le 16 juin prochain. On saura combien de temps il va rester derrière les barreaux de manière définitive pour la justice américaine. Je rappelle qu'il risque 150 ans de prison, donc inutile de dire qu'il finira très certainement sa vie en prison. Bernard Madoff. Un dernier mot peut-être, Bruno Touzelier, sur cette affaire, ce qu'elle vous inspire, vous, en tant qu'avocat, vous côtoyez les victimes de ce financier crapuleux. Qu'est-ce que vous en retirez? Écoutez, finalement, c'est le premier scandale financier, je dirais, de l'ère de la mondialisation. C'est-à-dire que tous les continents sont touchés. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Europe, il y a l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud. Donc c'est la conséquence de toute une époque, c'est vrai, un peu folle sur les marchés financiers, qui aboutit à j'allais presque dire, à cet exemple, ce cas d'école d'un scandale qui touche tout le monde et qui finalement laisse tout le monde sans réaction possible, parce que cet argent, il s'est volatilisé a priori. Personne n'aurait pu prévoir un tel scandale, 50 à 65 milliards de dollars qui se sont complètement volatilisés avec cet homme en quelques années, moins de 20 ans. Prévoir peut-être pas, mais contrôler les choses en amont plus sérieusement aussi certainement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé aussi sur l'aspect européen et français de cette affaire, de ce scandale Madoff. Il est 22h55, passé de 21 secondes. On se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite de l'actualité sur BFM TV, actualité qui vous sera